Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un voyage assez incroyable au cœur même du cerveau. On va voir comment les scientifiques, avec des technologies de pointe, sont en train de percer les mystères de l'autisme. C'est vraiment fascinant, vous allez voir. Alors la grande question qui est au cœur de tout, c'est celle-là. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans le cerveau d'une personne autiste? C'est le grand mystère qu'on va essayer de déchiffrer ensemble en s'appuyant sur les toutes dernières découvertes en neurosciences. Parce que il faut bien se rendre compte que pendant des années, des décennies même, c'était le flou total. Les bases biologiques de l'autisme, c'était un énorme point d'interrogation. Le cerveau, c'était littéralement une boîte noire pour les chercheurs. Impossible de voir ce qui se passait à l'intérieur. Mais aujourd'hui, eh bien, tout a changé. On a de nouvelles technologies d'imagerie qui nous ouvrent grand les portes du cerveau. On peut le voir en pleine action, avec une précision qui était carrément du domaine de la science-fiction il y a à peine quelques années. Bon, alors par où est-ce qu'on commence? Notre premier arrêt, c'est le concept du cerveau social. C'est vraiment la clé. C'est en comprenant comment il fonctionne qu'on peut commencer à saisir ce qui se passe dans l'autisme. D'accord, mais concrètement, comment est-ce qu'on l'observe, ce fameux cerveau social? Eh bien, les scientifiques ont toute une boîte à outils. On va regarder ensemble les différentes lunettes qu'ils utilisent pour voir à la fois la structure du cerveau et ce qu'il fait en temps réel. Alors, on remonte un peu le temps, direction les années 70 avec la TAP. C'était une technique pionnière qui mesurait le métabolisme du cerveau, en gros, là où il consomme de l'énergie. Une vraie révolution à l'époque, même si bon, ça prenait un temps fou pour avoir une image complète. Et regardez cette image, elle est super parlante. C'est un parfait exemple de ce que la TEP pouvait montrer. On voit le cerveau d'une personne avant à gauche et après un traitement à droite. Les zones jaunes et rouges, là où ça chauffe, où il y a beaucoup d'activité, eh bien, elles diminuent carrément. On voit l'effet du traitement là, sous nos yeux, directement dans le cerveau. Allez, on avance dans le temps et on passe à la star des neurosciences d'aujourd'hui, l'IRMF. Là, le principe est complètement différent. Au lieu de regarder l'énergie, on va suivre l'oxygène dans le sang. L'idée, elle est super simple au fond. Une zone du cerveau qui travaille dur, elle va réclamer plus d'oxygène. C'est ça, le fameux effet Bold. Pour que ce soit bien concret, imaginez que chaque image d'IRM, ce n'est pas une photo plate. C'est en fait une mosaïque de milliers de tout petits cubes en 3D, les voxels. Et chacun de ces petits cubes nous dit exactement ce qui se passe, quel est le niveau d'activité dans une zone minuscule du cerveau. Et ça, c'est un point super important à comprendre. Il y a une grosse différence. À gauche, l'IRM anatomique, c'est la carte routière. C'est la structure, les routes, les villes. C'est fixe. Et à droite, l'IRM fonctionnel, c'est l'infotrafic en temps réel. Ça nous dit où il y a des bouchons, où ça roule bien, bref, où est-ce que ça s'active. Et pour compléter la boîte à outils, on a le DTI. Alors si on continue notre métaphore, si l'IRM anatomique c'est la carte des villes, le DTI, lui, c'est le plan détaillé des autoroutes et des nationales. En suivant comment l'eau bouge dans le cerveau, il arrive à redessiner tout le câblage, toutes les grandes connexions qui relient les différentes régions entre elles. Bon, maintenant qu'on a vu les outils, la question c'est qu'est-ce qu'ils nous ont appris? Et la première grande découverte, elle concerne la façon dont le cerveau grandit. On s'est rendu compte que la trajectoire de développement est vraiment particulière dans l'autisme. Regardez bien cette courbe. Elle vient d'une étude hyper importante de 2001. La ligne en pointillé, ce sont les enfants autistes. Et ce qu'on voit, c'est super clair. Dans les toutes premières années de vie, leur cerveau grandit plus vite. Il y a un pic de croissance précoce, avant que ça ne ralentisse et se normalise. Donc, ce n'est pas juste une histoire de plus gros ou plus petit cerveau. Non, c'est vraiment une trajectoire de développement qui est différente. Et attention, ce n'est pas juste un truc qu'on a vu une fois. Une étude plus récente le confirme de façon encore plus spectaculaire. Ici, la ligne rouge, ce sont des bébés qui plus tard ont été diagnostiqués avec un trouble du spectre de l'autisme, un TASA. Et on voit la même chose, l'accélération de la croissance du cerveau entre 6 et 24 mois. C'est énorme, parce que ça pourrait être un signe qu'on peut repérer très tôt. Voilà, pour la structure, pour la carte, maintenant on va s'intéresser au fonctionnement. On laisse tomber le plan des routes et on regarde le trafic en temps réel. La question, c'est comment le cerveau social s'active ou ne s'active pas quand on lui demande de faire des tâches sociales. Et il y a une compétence sociale qui fascine particulièrement les chercheurs. C'est notre capacité à deviner ce que les autres pensent. On appelle ça la théorie de l'esprit ou la mentalisation. C'est tout bête, mais c'est ce qui nous permet de nous mettre à la place des autres, de comprendre leurs intentions. Alors qu'est-ce qui s'allume dans le cerveau quand on fait ça? Alors, regardons ce graphique. C'est une comparaison entre un groupe de personnes neurotypiques et un groupe de personnes autistes pendant qu'ils font une tâche qui demande de deviner les intentions des autres. Le résultat est sans appel.
Dans plusieurs zones super importantes du cerveau social, le temporal basal, le préfrontal médian, on voit que l'activation est bien plus faible chez les personnes autistes. Et là, le point vraiment important à retenir, ce n'est pas qu'il y aurait une zone du cerveau qui serait en panne. Pas du tout. C'est plus subtil. C'est tout le réseau, la façon dont les différentes régions communiquent et travaillent ensemble pour comprendre le monde social, qui semble fonctionner différemment. C'est un peu comme un orchestre qui jouerait la même partition, mais avec une autre orchestration. Ok, c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert concrètement? Eh bien, toute cette recherche fondamentale, ce n'est pas juste pour la beauté de la science. Ça ouvre des pistes super prometteuses pour des nouvelles formes d'accompagnement. Voyons un peu comment tout ça pourrait se transformer en aide concrète. Une des pistes les plus explorées en ce moment, c'est la stimulation magnétique transcrânienne, la SMT. Le principe, c'est qu'on utilise un champ magnétique de l'extérieur sans aucune opération pour aller moduler l'activité d'une zone très précise du cerveau. Et cette zone, évidemment, c'est l'imagerie qui nous a dit où elle était. On peut donc augmenter ou diminuer son activité. C'est un peu comme avoir un variateur de volume pour le cerveau. D'un côté, on a une stimulation continue qui va avoir un effet inhibiteur, c'est-à-dire qu'elle va calmer une zone un peu trop active. Et de l'autre, on a une stimulation par à-coup, intermittente, qui, elle, va avoir un effet excitateur pour booster une région qui ne s'active pas assez. Et tout ça nous amène à la question finale, la question qui ouvre vers le futur. Est-ce que cette stimulation cérébrale pourrait, un jour, aider concrètement à améliorer les compétences sociales? En comprenant de mieux en mieux comment fonctionne le cerveau social et avec des outils pour l'influencer, est-ce qu'on est à l'aube d'une révolution dans l'accompagnement de l'autisme? C'est une perspective absolument vertigineuse et une aventure scientifique qu'il va falloir suivre de très très près.